Quel âge a-t-elle? 78 ans. 78 ans, à cet âge-là, on ne doit plus parler beaucoup. Pourtant, elle parle, et elle parle vite. À l'âge où les vieux espèrent une mort douce, elle fait des projets d'avenir. 2 attaques au cœur n'ont pas réussi à l'abattre. À peine relevée de son lit, elle organise, elle construit, elle dirige. Ici, dans la Drôme, à Dieulfi, tout le monde la connaît. Elle a construit son école avec ses mains et l'a imposée au village, au département, à l'éducation nationale. Au début, en 1929, une école nouvelle, les gens trouvaient cela loufoque et inutile. Ils ont changé d'avis. Et comment s'appelle-t-elle? Marguerite Soubeyran, mais on l'appelle Tante Marguerite. Je connais Mademoiselle Soubeyran depuis toujours, on peut dire. Oh oui, tu la connais depuis toujours, parce oui. que nous l'avons connue tout petit, Tout vu petit. que nous sommes de Dieulfi Ouais. et l'un et l'autre. Ouais. Nous sommes nés à Dieulfi et Mademoiselle Soubeyran aussi. Nous l'avons connue, elle, sa famille et tout le monde. Voilà. Et mon fils l'a toujours aussi connue depuis qu'il est né. La tante Marguerite. La tante Marguerite, on la connaît beaucoup. Et on l'aime bien. Voilà. Je suis un des médecins de Dieulfi. J'étais venu à Dieulfi en 1940 avec mes parents, réfugiés israélites d'Allemagne, et j'ai été accueilli, comme des centaines d'autres enfants et d'adultes, par tante Marguerite à l'école de Beauvalon. La libération, elle a été formidable, elle a accueilli un tas de gens, mais les moyens financiers n'étaient pas énormes. Elle n'a pas hésité, sitôt la libération arrivée, à monter à Paris, à aller tirer les sonnettes des ministères et taper sur la table. Et, vous savez, elle a un caractère entier. Et finalement, elle est revenue avec vraiment une somme importante qui a permis à son affaire de tourner. Mademoiselle Soubeyran. La mamie, comme nous appelons tous. Après la guerre, elle se promenait pieds nus à Dieulfi. Vous l'avez déjà vu pieds nus, vous? Je l'ai vue pieds nus. Vous pouvez nous dire comment elle se promenait pieds nus à Dieulfi? Bon, en faisant ses courses. Moi, je trouve que c'est une femme extraordinaire. Une compréhension pour les enfants, enfin surtout pour, si vous voulez, la misère qui se produit à l'heure actuelle. La résistance, elle en parle peu. Pourtant, toute l'école a servi de base au maquis. Segers, Vercors, Emmanuel Mounier, Aragon s'y sont réfugiés. Mais pour Marguerite Soubeyran, c'est une vieille histoire, et on ne revient sur les vieilles histoires que pour en écrire de nouvelles. Si tu penses au temps d'une année, plante du blé. Si tu penses au temps d'une vie, construis des maisons. Si tu penses à l'avenir, élève des enfants, dit Marguerite Soubeyran. Elle a fait les 3 choses en même temps. Le centre de Beauvalon, un institut médico-pédagogique qui dépend des affaires sociales. Une 60aine de garçons et filles de 6 à 16 ans y suivent les classes allant du cours complémentaire à la 4e. Parmi, une 30aine de professeurs, éducateurs, moniteurs. On vient filmer. Filmer quoi? On vient filmer la directrice de l'internat. La directrice de Beauvalon, Tante Marguerite. Une vie entière consacrée aux enfants. Ils sont pas tous épatants, les adultes, quand même. Tandis que les enfants, prends les enfants jusqu'à 5 ou 6 ans, c'est tous les enfants épatants, ils sont tous épatants, ces enfants-là. Ils sont merveilleux. On se dit, quand on les voit, on dirait qu'on doit avoir une société fantastique. Et puis on n'a pas une société fantastique du tout, même. Même il faudra en changer certainement, mais enfin. Alors on s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut aider les enfants. Donc il faut faire une école où on pourra aider les enfants, où on pourra les mettre dans un milieu qui leur permettront de se développer et de ne pas laisser leurs facultés s'amoindrir et disparaître par le fait de tout ce qu'on leur fait peser dessus, aussi bien dans la famille, dans l'école que dans la société, que partout. Et bien là, on essaiera qu'ils puissent donner libre cours, libre jour à tout ce qu'ils entendent eux. Quand j'avais 10 ans, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu un livre qui m'avait parlé des enfants abandonnés, des enfants malheureux. Et j'en avais été absolument bouleversée. Je me suis dit, mais il n'y a rien à faire. Moi, je n'aurai pas d'enfants, j'adopterai des enfants et je m'occuperai d'enfants. Et au fond, c'est ce que j'ai fait.
faut quand même avoir quelques connaissances quand même. Et mes connaissances d'infirmière ne m'apportaient pas beaucoup. Alors je me suis dit, ben, je vais aller à l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Alors je suis partie pour l'Institut Jean-Jacques Rousseau, à Genève. Et là, j'ai passé 2 ans. Alors là, c'était la chance de ma vie, n'est-ce pas? Parce que j'ai eu la chance d'avoir Claparède, d'avoir Beauvais, d'avoir Piaget, d'avoir Ferrière. En fait, tous les grands noms de la psychologie de l'enfant étaient là. Et nous vivions avec eux, comme nous voulons vivre ici d'ailleurs. On vivait avec eux, on les voyait, on vivait avec eux, on allait faire des promenades avec eux, on allait faire des courses avec eux, on mangeait avec eux, c'était pas du tout comme des professeurs et des élèves, nous étions comme des amis. Et alors je me suis imprégnée de tout ça, imprégnée. Je ne peux pas dire même que j'ai appris des choses, je ne peux pas dire que j'ai appris de la psychologie ou que j'ai appris de la pédagogie, non. Je me suis imprégnée de tout ce que nous avons dit ensemble, de tout ce qu'ils nous racontaient. Puis il n'y avait aucune, comment je dirais, ils n'essayaient pas de nous conditionner intellectuellement ni rien du tout, ils nous mettaient à portée toutes les choses qui s'étaient faites dans le monde, toutes les formes d'éducation, toutes les formes d'instruction, tous les grands maîtres de la pensée pour l'enfant. Ils nous mettaient ça à notre portée, et ils nous l'expliquaient, on en parlait, on discutait simplement. Alors, après je me suis dit, ben, je vais faire l'école. Puisque maintenant je suis prête, que j'ai appris beaucoup de choses, je vais faire l'école. Et ce que j'ai appris, alors, ce que j'ai toujours, c'est que j'ai appris à avoir une confiance immense en l'homme. Donc nous sommes dit dans notre école, nous prendrons tous ces enfants qui seraient perturbés dans leur famille, qui n'auraient pas tout ce qu'il leur faut, et nous allons essayer de leur apporter. Mais alors créer un milieu familial, ça nous conditionnait pour ce que nous voulions faire. Créer un milieu familial, c'est de créer d'abord une maison à type familial, par conséquent pas d'immenses dortoirs avec 20 lits ou 10 lits ou 40 lits, pas d'immenses réfectoires avec des tables de 10 ou de 12, non, des petites chambres de 4 ou 5, des petites salles à manger où on ne serait pas très nombreux là-dedans, et nous vivrions là-dedans, et puis rien ne serait fermé, ce serait absolument comme dans une famille. Et les enfants auraient leur chambre et viendraient manger à la salle à manger. Puis alors, nous vivrions avec eux, forcément. Nous devons vivre avec eux, aussi bien dans la maison pour coucher que pour manger avec eux. Qu'on ne soit pas une famille où les enfants mangeraient d'un côté et puis les parents de l'autre, on mange tous ensemble. Donc nous mangerions tous ensemble. Maintenant, nous ne pouvons pas non plus concevoir un milieu familial où les enfants nous appellent monsieur, madame et mademoiselle, enfin, et se tiennent avec des rapports qui ne soient pas familiaux. Non. Par conséquent, ils nous appelleraient comme ils voudraient, ou par d'autres noms, ou par des surnoms, ou par des surnoms qu'ils nous donneraient, ou ils nous diraient tu ou vous, exactement, comme ils voudraient aussi, ce serait à leur bonne volonté. Et nous, la même chose, nous serions vraiment, nous ne voulions pas faire un remplacement des parents, mais nous voulions être avec eux dans les mêmes rapports que ce qu'ils seraient avec des parents. Nous ne concevons pas une école où il y ait des gens qui soient proposés simplement au ménage et à la cuisine, et puis des enfants qui fassent que des études et qui s'amusent. Il fallait que tout le monde participe aux travaux de la maison. Donc le ménage devait être fait par tous les enfants. Alors on leur a expliqué ceci, ils l'ont très bien compris d'ailleurs, et on a discuté, et on a commencé par faire des équipes de ménage. Nous serions une école mixte, nous serions une école où nous aurions tous les âges, depuis les plus petits, enfin depuis 3, 4 ans jusqu'à 16 ou 17 ans, parce que dans les familles, c'est ainsi que ça se passe, et puis les grands
aide pour les petits et les petits pour l'éducation des grands aussi. Ça va tout ensemble. Nous aurons des personnes âgées chez nous, nous aurons des couples avec enfants, de manière à avoir le milieu le plus humain, le plus naturel possible pour tous les enfants que nous recevrions. Ça va ça? Non, encore. Voilà, on la tape. Faut voir si ça va parce que... Non, encore, mais ça... Hop, ça va. Tiens. On lui met. Alors quand j'ai dit que je voulais faire une école et qu'il fallait que j'ai de l'argent, j'ai trouvé de l'argent qui m'en ont prêté, des amis qui m'en ont prêté, mes frères qui m'en ont prêté, des commerçants qui m'en ont prêté. On m'a prêté à mesure de l'argent qu'il me fallait pour construire. Alors nous avons acheté un terrain. Nous avons acheté un terrain qui soit aussi ouvert que possible aussi sur la nature. Parce que nous pensons qu'une école doit être ouverte, ne pas une école fermée. Nous avons hésité entre ce champ qui est complètement où on a une très belle vue, et puis un petit champ, ce qu'on appelait le cabane à mamie, là-bas dans un coin, dans un petit ruisseau, enfin tout à fait enfoui dans des arbres. Et nous avons dit non, c'est pas possible, on ne peut pas avoir une école comme ça, enfouie dans des arbres, où on sera séparé un peu du monde, c'est pas possible, il faut qu'une école soit pas séparée du monde, il faut au contraire que l'école ouvre sa porte au monde, et que tout le monde vienne, et qu'on puisse sortir, que ce soit bien. Alors nous avons pris un champ où il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de route pour arriver. Il n'y avait rien du tout, quoi. Pas un arbre, rien. Pas de route, une espèce de butte qui fermait l'entrée. Alors nous avons ouvert, nous avons acheté. Nous avons fait un puits pour avoir de l'eau. Et puis nous avons ouvert la route et nous sommes arrivés dans notre champ. Et c'est une des choses que je me rappelle le mieux, c'est avoir une ficelle avec une boussole, et Mademoiselle Kraft et moi-même, nous sommes mis en haut du champ avec une ficelle et une boussole, et nous nous sommes dit, voilà, nous allons orienter notre maison comme ça. Pas tout à fait au midi, ce serait trop chaud, mais un petit peu à l'est, parce qu'on aura la lumière du matin. Et nous allons l'orienter comme ça. Et nous l'avons orientée comme ça, et c'est comme ça qu'elle est d'ailleurs. C'est difficile, il fallait créer des chemins, il fallait créer des... Et on ne savait pas bien où. Enfin, c'est très difficile, ça, de créer un chemin, de créer un jardin et une maison. C'est quoi, monsieur Clément, cet arbre? Ah, c'est un cerisier, monsieur. Combien de temps il met pour pousser? Ah, le temps qu'il met pour pousser. Oui. Au moins, avant qu'il y ait des cerises, au moins 3 ans, tu vois. 3 ans? Oui. Tu es parti de l'école? Mais si tu es parti de l'école, il y aura des petits camarades. L'enfant doit être dans un milieu calme. Alors, qu'est-ce qui est plus calme que la campagne tout entière? Donc, nous avons fait beaucoup pour les fleurs. Et nous croyons encore qu'il faut créer comment je dirais, un entourage de beauté pour les enfants. C'est une partie d'éducation, une partie énorme, ce qui fait que nous avons des fleurs partout. Nous avons planté beaucoup d'arbres et nous avons commencé l'école avec 3 petits sapins et maintenant nous avons trop d'arbres et il faut en couper. Vous voyez, en tout cas, c'est qu'on peut planter des arbres, on peut jouir de ce qu'on plante. Il ne faut pas avoir peur de planter parce qu'on peut très bien les voir pousser et en être contente après. Maintenant, il faut couper des arbres. Et on va replanter encore quand même. On va replanter, ma femme en coupera aussi quelques-uns, parce que ça cache un peu de vue. Alors, et c'est sûr que ça frappe un peu les gens qui viennent, le nombre de fleurs. Combien de gens qui m'ont dit, mais comment, vous pouvez avoir toutes ces fleurs, vous plantez des fleurs, tout ça, avec vos enfants difficiles? Non, mais je dis, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que les enfants difficiles n'aiment pas les fleurs? Autant que vous? Et vous croyez qu'ils ne sont pas capables de s'intéresser aux fleurs quand on leur montre que c'est à eux, ces fleurs-là, et que c'est pour eux qu'on le met? Jamais nous n'avons eu d'ennui. L'école, je pense que c'est bien parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Regarde, on peut faire ce qu'on veut. Pendant les récréations, ben, on est libre. On peut aller sur les plateaux, on peut aller faire nos cabanes. On peut aller faire nos devoirs en classe si on en a. Oui, on peut bien organiser notre vie, comme on veut, comme on pense. Bien sûr, si on veut sortir, si on va aller à notre endroit, et ben, on peut partir, mais si on veut y aller faut y être plusieurs,
ben, il faut demander la permission à un moniteur. Donc, au début, on s'est dit, voilà, nous voulons faire une école, soit comme en famille, etc. Mais nous sommes une communauté un peu plus grande qu'une famille. Par conséquent, nous sommes obligés quand même d'avoir des lois. Parce qu'une communauté un peu plus grande ne peut pas aller à Diane, n'est-ce pas? Il faut quand même arriver à s'arranger que tout le monde soit né dans cette communauté. Parce que nous étions naturellement pour la liberté et pour la responsabilité, mais la liberté des uns s'arrête où la liberté des autres commence. Il faut quand même pouvoir s'entendre. Alors nous nous sommes dit tout de suite, mais la première chose à faire, c'est de mélanger complètement les enfants à la direction de la maison et à ce que nous voulons faire dans la maison. C'est-à-dire ne rien faire dans l'école qu'ils ne sachent pas pourquoi nous voulons le faire, leur expliquer et qu'ils le comprennent, et discuter avec eux. Discuter avec eux tout ce que nous ferons dans l'école. Aussi bien nous, les adultes, que les enfants, etc. Et ensemble, arriver à mettre sur pied un ensemble de lois très simples, qui puissent que la maison marche harmonieusement et sans difficulté. Et alors nous avons fait ce qu'on appelle les assemblées. Ça a duré longtemps, cette vie. 56. Qui vote pour Rémi Martin? Je serais incapable d'être dans une école sans assemblée. C'est le pivot de l'école. C'est l'endroit où, je vous dis, tout le monde se réunit, les adultes et les enfants. Quelquefois on vote et non pas la majorité, les adultes et les enfants qui l'ont. Et créer des responsabilités à leur mesure, qui ne soient pas trop fortes, qui ne soient pas trop dures. Parce que nous avons essayé justement de faire une fois ce qu'on appelle des passeports, c'est-à-dire que nous donnions des passeports aux grands qui étaient plus raisonnables que les autres. Mais alors pour avoir ces passeports, il fallait justement qu'ils fassent une espèce de promesse qui est absolument idiote, enfin bon, qu'ils fassent une espèce de profession de foi si on veut. Nous ne volerons pas, nous ne mentirons pas, nous ne serons pas cruels avec les camarades, etc. Eh bien, nous sommes aperçus, ça a très bien marché pendant 3 mois. 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais plus. Et puis après, nous sommes aperçus, au fond, que même ces engagements-là étaient beaucoup trop forts pour eux. Parce qu'alors, quand ils transgressaient, ils tombaient. Alors nous avons interrompu complètement tout ça. Ça. 10 centimes. Et ça. Ça, c'est 20. Ça. 40 centimes. Combien tu as dépensé? Bon, ça c'est 40. Ensuite, ça fait 50, 70, 90. C'est un chèque de 90 centimes. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je signe mon chèque. Mon chèque. Tu signes un chèque? Oui. Et pourquoi tu fais un chèque? Parce que j'achète ce que j'ai acheté, ce que j'ai pris. Tu le payes? Oui. Et d'où ça vient l'argent que tu as sur ton compte? Ça vient de ce que je gagne, oui, de ce que je gagne à Bouvalon. Nous devons toujours les mettre en situation de réussite et jamais essayer de les mettre en situation d'échec. C'est la chose la plus importante pour les gosses que nous avons ici, n'est-ce pas? Que ce soit pour la classe, que ce soit pour leur travail dans la maison, que ce soit pour n'importe quoi. Il faut toujours appuyer sur ce qui réussit et ne jamais appuyer et ne jamais sur ce qui échoue. Échouer, c'est un accident. Réussir, c'est la vie. Alors l'accident, on passe, quoi. C'est un accident et puis ça passera. Parce que tous les enfants qui nous arrivent, au fond, sont très culpabilisés. Horriblement culpabilisés. Encore plus maintenant depuis la guerre, je crois, parce qu'il y a encore plus de difficultés qu'autrefois dans le monde. Ils sont culpabilisés en ce sens que presque toujours dans leur famille ou à l'école, oh toi tu ne veux pas travailler, oh toi tu ne veux rien faire, oh toi tu es insupportable, tu ne fais rien, etc., etc. Et alors c'est affreux, ils arrivent ici culpabilisés. Notre grand travail est de déculpabiliser quand ils arrivent ici, lui dire mais non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Naturellement que tu fais des fautes, mais tout le monde en fait, nous aussi. Bon, bah, c'est pas terrible de faire des fautes. Ah, c'est quoi un parrain? Un parrain, c'est quelqu'un qui aide à un garçon à pas faire de bêtises. Et toi, t'es le parrain d'Alain? Oui, Pourquoi il fait des bêtises, Alain? tout le temps. C'est pas vrai. Eh bien, pendant 42 ans, cette école n'est pas restée immobile. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes idées, n'est-ce pas? Nous sommes là pour les enfants, nous aimons les enfants, nous voulons qu'ils soient libres, qu'ils soient responsables, qu'ils apprennent à vivre, etc., etc. Bon. Mais à part ça, nous avons subi des quantités de transformations, Parce que si on n'avance pas et si on ne change pas, on meurt. C'est pas possible, une école qui ne change pas. Et il faut arriver justement à évoluer avec les temps, à évoluer avec les enfants qui sont là, avec les conditions, etc. toujours. Nous avons essayé de rendre l'école aussi ouverte que possible au monde. C'est-à-dire que nous aimons beaucoup avoir des étrangers. Nous avons eu un Canadien qui est resté 1 an, nous avons eu un Singalais qui est resté 3 mois, nous avons eu un Hollandais qui vient de rester 2 ans, nous avons eu une Suédoise, nous avons eu, enfin, toute espèce de pays. Nous sommes ravis de les avoir parce qu'ils parlent aux enfants. Ils leur montrent qu'il y a autre chose que l'école, que nous sommes simplement un tout petit bout de quelque chose dans le monde entier et que nous ne sommes pas le centre du monde du tout. Et que maintenant, il faut qu'ils partent de là, justement, en répandant dans la vie cette chose-là, que le monde est un et que chacun a sa part à faire dans ce monde et que ici, s'ils ont pris la force pour lutter en dehors, ben, ils sont obligés, en dehors de l'école, de lutter pour qu'une société meilleure arrive. Ici, on est très liés, on se tutoie, c'est un peu une famille, et les éducateurs comme les professeurs sont un peu nos parents tous. Parce que quand on va dans un lycée, alors il faut commencer à vous voyer. Alors déjà ça, c'est la grosse différence, il faut être très poli, alors qu'ici on était très décontractés, on arrivait même à les traiter. C'est là-bas, il y a une discipline stricte, puis ça fait un trop gros changement. Puis ici, on pouvait dire ce qu'on avait sur le cœur, sans complexe, sans rien. Là-bas, il faut se restreindre à tout. Il faut éviter de dire certaines paroles. Puis ça, je trouve que ça influe un peu sur notre travail. Oui, surtout ça. Alors moi, je leur dis à ça, mais écoutez, on ne va pas vous rendre malade pour vous habituer à être malade quand vous serez plus grand quand même, non? Parce que vous serez malade plus grand. On ne va pas vous rendre malade ici pour que vous vous habituiez à la maladie, c'est pas la peine. On essaie de vous mettre dans la meilleure santé possible pour que vous puissiez résister à la maladie. Je demeure persuadée que si on fait quelque chose qui soit pour les autres, qui soit dans un but d'aider les autres, on ne peut pas échouer. Et que sans argent ou pas, on doit réussir. Et il y a des quantités de gens qui viennent vous aider, qui viennent s'adjoindre à vous, qui viennent vous aider de leur sympathie et de leur travail, etc. Et c'est l'expérience que moi j'ai eue, parce qu'en fait j'ai commencé tout sans argent, mais maintenant nous avons 10 maisons, je ne sais pas combien. Et nous n'avons jamais eu d'argent et nous devons autant d'argent maintenant que quand j'ai commencé l'école. Il n'y a pas de raison qu'on le rende, puisqu'il faut encore continuer à faire des choses. Mais non, quand nous aurons fini de faire tout ce que nous voulons, mais à ce moment-là, nous pourrons penser à le rendre un peu. Mais pour l'instant, c'est pas fini encore. Il y a encore un tas de choses qu'on pourrait faire, puisqu'on construit en ce moment un club pour les grands sur la terrasse du Nord. Alors, et puis c'est pas un poids de vendre de l'argent. Au fond, il est très difficile, je me rends compte, moi, de raconter toute l'histoire d'une vie de 40 ans comme ça, en quelques mots. Et j'ai sûrement
très mal dit tout ce que je voulais dire. Mais ça n'a pas d'importance au fond. Ça ne fait rien. Alors, maintenant, je voudrais dire, en finissant, que depuis 40 ans que je suis là, depuis 40 ans, ça je parle en mon nom propre, parce que je vis au milieu des enfants, je couche dans les chambres au milieu des enfants, je mange avec les enfants, je suis mélangée à toute leur vie, et je n'en ai pas assez. Ce qu'il y a, c'est que je suis heureuse au milieu d'eux. Je suis contente, d'ailleurs, ils m'apportent tellement toujours quelque chose, ils sont tellement adorables qu'on ne peut être qu'heureuse au milieu d'eux. Et je voudrais pouvoir continuer encore très longtemps. Et je me rappelle dans une réunion de directeurs d'école, j'étais de directeur de maison, j'étais très étonnée d'entendre plusieurs directeurs dire « Oh, à 50 ans, quand on a dirigé une maison d'enfants, on est fini nerveusement. On ne peut plus continuer, après il faut se recycler ou faire autre chose. » J'étais absolument ahurie, parce que je trouve que, au contraire, nous apprenons tout le temps quelque chose avec ces enfants. Nous sommes obligés, c'est une manière de rester jeune, une manière de pouvoir continuer à vivre. Nous sommes obligés de faire attention à tous les événements qui se passent, à toute la société qui se forme autour de nous, pour adapter notre école à ça, pour nos enfants. Nous ne pourrons pas rester statiques, nous devons avancer, ou alors ça ne marche plus. Par conséquent, nous devons nous-mêmes nous recycler sur nous-mêmes et dans l'école tout le temps. Et c'est une façon de faire pour vivre le plus longtemps possible. Et maintenant, moi, j'aimerais encore rester le plus longtemps possible avec eux et ne pas les quitter encore.